On va s'intéresser aujourd'hui à un monde qu'on ne voit jamais, celui de nos infrastructures en eau. C'est une bataille silencieuse qui se joue tous les jours juste sous nos pieds pour économiser chaque goutte d'eau potable. C'est une bonne question, hein? Et la réponse, elle révèle un défi absolument colossal pour nos villes. L'eau qui se perd en chemin, ce n'est pas juste de l'eau. C'est de l'eau qui a été traitée, pompée, acheminée à grands frais pour finalement ne servir à personne. C'est une véritable hémorragie de ressources, d'énergie et bien sûr d'argent. Alors pour bien saisir l'ampleur du problème, il faut d'abord s'imaginer ce qu'il y a juste là, sous nos pieds. Un labyrinthe immense de tuyaux qui est en quelque sorte le système circulatoire de nos villes. Imaginez-vous un peu, des milliers de kilomètres de tuyaux, parfois très anciens, qui sont soumis à une pression constante. Cette pression, elle est indispensable pour que l'eau arrive jusqu'au dernier étage des plus hauts immeubles, mais en même temps, elle met une contrainte énorme sur toute l'infrastructure. Et avec le temps, les fuites deviennent presque une fatalité. 100%. C'est fou quand on y pense, non? Le système ne s'arrête jamais. Cette tension permanente veut dire que la recherche et la réparation des fuites, ce n'est pas juste une intervention de temps en temps. Non, c'est une opération continue, critique pour chaque municipalité. Alors, face à ça, par où est-ce qu'on commence? Eh bien, la première étape, elle est simple en théorie. On ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas. C'est tout le principe du bilan hydrique, ou si on veut, de l'audit de l'eau. Et pour faire ce bilan, voici l'un des outils indispensables. C'est une technologie qui se fixe directement sur les canalisations à l'extérieur. L'énorme avantage, c'est que ce n'est pas du tout intrusif. On peut mesurer précisément le débit d'eau sans jamais devoir couper le service pour les citoyens. Comment ça fonctionne? En fait, c'est un peu comme si on faisait passer un examen de santé high-tech aux canalisations. L'appareil envoie des ondes sonores, des ultrasons, à travers l'eau et il mesure le temps qu'elles mettent pour traverser le tuyau. En se basant sur la vitesse du son, il peut calculer très précisément la quantité d'eau qui passe à cet endroit. Et bien sûr, pour que ça marche, il faut une précision d'horloger. Comme la technologie se base sur la vitesse du son, il faut tenir compte de certains facteurs. Ce tableau nous montre bien que la vitesse du son dans l'eau n'est pas la même selon la température. Les techniciens doivent donc calibrer leurs appareils en permanence pour s'assurer que les mesures sont exactes. Bon, une fois qu'on a mesuré les pertes, c'est là que le vrai travail commence. La chasse aux fuites est ouverte. Et les équipes municipales se transforment en véritables détectives, à la recherche de fuites qui sont le plus souvent invisibles en surface. Et dans des climats comme celui du Québec, il y a un ennemi de plus, le froid. Quand les tuyaux gèlent, ils peuvent exploser et causer des dégâts et des pertes d'eau monstrueuses. Pour éviter ça, on utilise des technologies comme ce système de purge programmable, qui fait couler un tout petit peu d'eau de temps en temps pour empêcher la glace de se former. Et attention, quand on parle de froid, on ne parle pas d'une petite gelée. Regardez ces données qui datent d'un hiver particulièrement rude. Le gel peut descendre à plus de 2 mètres sous terre. On comprend tout de suite pourquoi ces technologies de purge ne sont pas un luxe, mais une nécessité absolue pour protéger le réseau. Dès qu'une fuite est repérée, c'est une véritable course contre la montre qui s'engage. Mais il faut faire une distinction importante. Pour les fuites sur le réseau qui appartient à la ville, l'objectif est de réparer en une semaine. Par contre, si la fuite est sur une propriété privée, ça se complique. Il faut se coordonner avec les propriétaires et là, le délai peut s'allonger jusqu'à 1 mois. Ok, donc réparer les fuites, c'est crucial. On l'a bien compris. Mais ce n'est qu'une facette du problème. L'autre levier, il est économique. Comment est-ce qu'on peut, par la tarification, encourager tout le monde à faire plus attention à sa consommation? Et ce graphique, il illustre parfaitement deux approches, deux mondes quasi opposés. Au Québec, le service de l'eau est financé en grande partie par les taxes foncières, donc c'est déconnecté de la consommation réelle. En Ontario, c'est l'inverse. La facture est presque entièrement liée à ce qui est consommé. Le message est beaucoup plus direct. Moins on consomme, moins on paye. Derrière ce modèle ontarien, il y a une idée assez simple en fait. Le principe de l'utilisateur-payeur. L'idée, c'est que les coûts de gestion, de traitement et de distribution de l'eau devraient être payés par ceux qui l'utilisent. Ça change complètement la perception. L'eau n'est plus un bien gratuit et infini, mais une ressource qui a une vraie valeur économique. Avoir une politique, c'est bien. Mais pour qu'elle ait un vrai impact, il faut l'appliquer sur le terrain. Alors voyons comment ça se passe concrètement quand les municipalités passent de la grande stratégie aux actions jusque dans les murs des bâtiments. Parce que les villes ne se contentent pas de suggérer, elles imposent aussi des règles très strictes. On voit ici quelques exemples d'appareils qui sont tout simplement interdits dans les bâtiments commerciaux ou institutionnels. On cible directement les équipements les plus gourmands en eau, les plus gros gaspilleurs. Et pour s'assurer que tout le monde respecte ces règles, la première étape, c'est l'inventaire. Les inspecteurs passent au peigne fin les bâtiments avec des formulaires comme celui-ci pour cataloguer chaque toilette, chaque robinet, chaque système de climatisation. Un vrai travail de fourmi.
Alors, si un inspecteur trouve un appareil qui n'est pas conforme, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a l'avertissement. La ville envoie une lettre officielle au propriétaire pour lui signaler le problème et lui donner un délai pour se mettre aux normes. Et si jamais l'avertissement ne suffit pas? Eh bien, la ville passe à la vitesse supérieure, avec l'avis d'infraction. Ce document le montre bien. Les règlements ne sont pas de simples suggestions, ce sont de vraies obligations, avec des conséquences légales si elles ne sont pas respectées. Alors, après tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Quelle est la vue d'ensemble de toute cette histoire qui se passe derrière nos robinets? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la préservation de l'eau, ce n'est pas une seule action. C'est un véritable combat sur tous les fronts. Ça combine la technologie de pointe pour mesurer, le travail de détective pour trouver les fuites, les leviers économiques pour inciter les gens à changer leurs habitudes, et bien sûr, des lois pour imposer les règles du jeu. C'est une bataille invisible, mais elle est absolument fondamentale. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question de réflexion. Nos villes déploient des trésors d'ingéniosité et des efforts considérables pour traiter chaque goutte d'eau comme si elle était précieuse. La vraie question, c'est est-ce qu'on en fait de même de notre côté ?